La mutation, comment la définir après la guerre? Eh bien, ce que je veux dire, c'est là, mes 4 points, il faut que je les retrouve point par point. Et je commence par le deuxième. Le deuxième point. Le deuxième point, c'était, tout à l'heure, l'empire et le déroulement du schème sensorimoteur. Et je vous disais la dernière fois, eh bien, qu'est-ce qui se passe après la guerre? Là, je le reprends sur un mode beaucoup plus léger, puisque dans mon souvenir, j'en ai parlé il y a 2 ans, beaucoup. Donc là, je reviens à un point de départ, parce que... Bon, je disais, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne se rappellent plus, ça fait longtemps, hein, je disais, ben oui, vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est qu'encore une fois, si on fait partir la mutation du néo-réalisme italien, moi je ne crois pas que ce soit le réel qui définisse le néo-réalisme. Ni le réel forme, ni le réel contenu. Je veux dire, il y a les uns qui disent, ah ben oui, il y a un contenu social du néo-réalisme, ça c'est une thèse pas très intéressante, puisqu'elle est démentie dès le début. On est forcé de dire, alors que Rossellini cesse d'être un néo-réaliste très vite, hein, qui fait 2 films néo-réalistes et puis après que c'est fini. Et les autres, comme Bazin, disent d'une manière beaucoup plus intelligente, il me semble, c'est une nouvelle forme de la réalité. C'est une nouvelle forme de la réalité. Bon, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça ne me paraît pas. Si j'essaie de dire le plus simplement, ce qui me paraît vraiment la mutation du néo-réalisme, c'est le relâchement et à la limite la rupture du schème sensorimoteur. Vous ne vous trouvez plus, je veux dire une chose très simple, vous ne vous trouvez plus devant des personnages qui sont dans une situation et qui réagissent à une situation par l'intermédiaire d'émotions. Vous voyez, ça correspond exactement à mon second trait de tout à l'heure. C'est la faillite, c'est l'écroulement des liens sensorimoteurs. Pourquoi après la guerre? La réponse, elle est toute simple. Et là, la causalité sociologique, elle est évidente. Ben, c'est qu'après la guerre, on se trouve dans une situation, on se découvre dans une impuissance absolue. Vous me direz pendant la guerre aussi. Non, pas exactement. Il y a 2 manières d'être impuissant. 2 manières très différentes. Il y a la manière du cinéma devenu classique. On me ligote et on me bâillonne, et puis on me laisse sur les rails du train. Ligoté, bâillonné. Et le train approche. Voilà une éminente situation du cinéma devenu classique, que vous pouvez trouver dans un film noir ou que vous pouvez trouver dans le burlesque. Je dirais, le personnage est bien réduit à l'impuissance, mais il est réduit à l'impuissance en vertu des exigences de l'action. Et ça va être, d'après les chaînes sensorimoteurs, qu'il y passe, que le train l'écrase, ou bien qu'à la dernière minute, il est sauvé. S'il est réduit à l'impuissance, s'il ne peut plus réagir à la situation, c'est en vertu des exigences de la situation et des exigences de l'action, et du développement de l'action. Tandis que là, vous comprenez que le néo-réalisme, on nous fout dans une situation, dans un type de situation qui, à ma connaissance, n'apparaissait pas. Des situations coupées de leur prolongement moteur. Pourquoi? Pour une raison très simple, le personnage se trouve dans une situation où, à la lettre, il ne sait pas que faire. Alors ça peut être de 1000 manières. Il ne sait pas que faire parce que d'une certaine manière, il n'y a rien à faire. Alors ça peut être une vision triste. Ce que j'essayais de montrer déjà la dernière fois, c'est que non, ce n'est pas du tout une vision triste. C'est une manière qui va nous donner une vision au contraire, qui va nous ouvrir de bien grandes richesses, et qui va nous ouvrir notamment une toute nouvelle forme de comique. C'est qu'il se trouve dans des situations, d'accord, ou bien il ne sait pas que faire, ou bien il n'y a rien à faire. Là, il faut multiplier les cas. Ça peut être des situations extraordinaires, des situations limites, appelons ça, suivant un concept philosophique, des situations limites. Ça peut être la mort qui arrive,
C'est une situation limite, ça. Ça peut être un événement extraordinaire, l'éruption d'un volcan. Ou bien ça peut être une situation complètement quotidienne. Je fais ma petite promenade et puis comme ça. Quotidien. Ou bien je me réveille le matin et je prépare le café. Situation tout à fait ordinaire, quotidienne. Qu'est-ce qui va définir la nouvelle image, cette espèce de mutation? Situation quotidienne ou situation limite, peu importe. Finalement, elles pénétreront. Elles pénétreront l'une dans l'autre. Ce qu'il y aura, c'est que ce soit du quotidien ou de la limite ou de l'extraordinaire, la situation est coupée de son prolongement moteur. Le personnage se trouve en état de ne pas avoir de riposte ou de réponse. Alors il est passif. Laissons entre parenthèses, oui, il faut aller tout doucement, oui, il est passif d'une certaine manière. Il est passif en quel sens? Il vaudrait mieux dire, il est réceptif. Il reçoit de plein fouet. Mais encore, il reçoit de plein fouet, oui, mais ce qui lui est le plus proche ne le concerne qu'à peine. Même sa mort ne le concerne qu'à moitié. Il n'est pas complètement. Vous voyez, il n'y a pas de prolongement moteur. Vous me direz alors, il est spectateur. Non, je préfère, oui, tout ça, il faut garder tous les mots pour essayer d'approcher de quelque chose. Essayons de trouver le meilleur mot. Tout se passe comme s'il était visionnaire. Le cinéma a cessé d'être un cinéma d'action. Il est devenu un cinéma de voyant. Voyant, il ne faut pas exagérer, oui, de réceptivité. De réceptivité. Le volcan éclate et la femme dit, mon Dieu, je suis fini. Je suis fini. Quelle beauté. La pêche au thon. La femme dit, quelle horreur, mon Dieu. Et elle saisit aussi la beauté. Elle n'a pas de riposte. Elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réaction à la situation. Ou bien, dans un exemple qu'on avait beaucoup commenté il y a 2 ans et que Bazin commentait beaucoup, mais je crois qu'on en tire autre chose que ce qu'il en tirait. La petite bonne prépare le café. Ça, c'est pleinement du schème sensorimoteur. Tout comme tout à l'heure, on va voir, c'est plus compliqué que je dis, parce que bien sûr, les schèmes sensorimoteurs subsistent. Il faut bien qu'ils subsistent pour que ce qu'on nous montre fondamentalement, c'est le moment où ils ne fonctionnent plus. Donc, elle prépare le café, tout ça, elle fait tous les gestes habituels de la reconnaissance automatique. Et puis ses yeux croisent son ventre. Et elle voit son gros ventre de fille enceinte. Et elle se met à pleurer. Elle avait des réactions pour faire le café, oui, ça s'enchaînait. Puis ses yeux croisent son ventre. Là, elle ne sait pas que faire. Bon, ça peut être dans le plus quotidien, ça peut être dans le plus extraordinaire. La signature néo-réaliste, ce sera ça. La situation sensorimotrice laisse place à quoi? À ce que j'appelais des situations optiques et sonores pures. Par situation optique et sonore pure, il faut entendre des situations qui ne se prolongent plus dans une motricité, dans des mouvements. Mais bien sûr, il y en a autour, tout ça, je ne dis pas que l'image ne bouge plus. Vous vous rappelez, on l'a dit dès le début. Au-delà de l'image mouvement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'image mouvement. Ça veut dire que ce qui est fondamental, ça n'est plus l'image mouvement. C'est quoi? C'est l'exposé d'une situation optique et sonore pure. C'est-à-dire coupée de son prolongement moteur.